Bonjour, avant tout, je voudrais remercier Hélène Després et l'ensemble du comité d'organisation pour cet accueil très chaleureux. Par son hybridité générique et sa dimension récréative, la fiction de Jasper Fforde interpelle. Ses romans mêlent des procédés associés au genre policier et aux littératures de l'imaginaire, notamment à la science-fiction, entre uchronie et dystopie. Pourtant, son œuvre, qualifiée de light fantasy par commodité éditoriale, a davantage été étudiée pour ses fantaisies métaleptiques que pour son approche, plus ou moins ludique, de la temporalité. Les mondes alternatifs qui constituent le terrain de jeu principal de l'auteur revisitent le passé à bien des égards, d'une manière que je qualifierais de touristique, c'est-à-dire sans modifier le cours des événements, ou bien dans une optique interventionniste et allègrement contrefactuelle, dans la série Thursday Next. Il s'agit parfois de réécrire l'histoire officielle, en inverser le cours. De manière plus métaphorique, le passé apparaît comme un espace à réinvestir à travers l'excavation et l'interprétation de traces de l'histoire oblitérée, notamment dans Shades of Grey, The Road to High Saffron. On constate chez Ford deux dynamiques a priori contradictoires. Un regard sur le passé empreint d'une distance ironique et la manifestation d'un attachement plus profond à la perception du temps. Dans l'incipit de The Air Affair, son premier roman publié en 2001, le colonel Next, père de la narratrice intradigétique, est décrit comme un agent renégat de la Chrono Guard, la police du temps. Une fois recherché par ce service pour haute trahison, le personnage déserte le présent pour se réfugier dans le time stream. He was now a lonely itinerant in time, belonging to not one age, but to all of them, and having no home other than the chronoclastic ether. La formule soulignée constitue le point de départ de ma réflexion, dans la mesure où elle pourrait illustrer des enjeux narratifs communs aux différents mondes fordiens. Certes, l'auteur justifie son choix de l'expression chronoclastic ether d'une manière particulièrement désinvolte. It sounds vaguely technical and has a nice ring to end the sentence with. Chronoclasme est en effet un terme parapluie sans grande assise théorie, popularisé par la nouvelle éponyme de John Wyndham en 1953, mais peu utilisé en dehors de la science-fiction. Toutefois, si l'on entend par ce terme un procédé qui engloberait tout trouble de la temporalité, qu'il s'agisse d'un temps extérieur, linéaire et mesurable, ou vécu, intime ou social, il apparaît que tous les mondes alternatifs bâtis par l'auteur problématisent une forme de temps déjointé. La notion d'éther-chronoclaste pourrait alors non seulement renvoyer à un ancrage précaire dans le flux temporel, élastique et sans fin, un non-lieu achronique dont le voyageur dans le temps ferait l'expérience, mais elle permet aussi d'envisager le présent diégétique comme No Time's Land, domicile par défaut pour qui se voit privé de ses souvenirs ou d'un accès à la connaissance du passé. Le constat d'une tension entre cette temporalité erratique et les tentatives de reconstruction d'une certaine linéarité nous invite à spéculer sur cet autre chez soi dont le personnage fordien serait dépourvu. J'étudierai les mécanismes de cette recherche d'un monde autre, d'une alternative à cet éther chronoclaste, qu'il soit individuel ou collectif, ressenti ou institutionnalisé. La réflexion s'articule autour de trois types de chronoclasmes, trois procédés de perturbation du temps auxquels il s'agirait de remédier sur le plan narratif, sans nécessairement restaurer l'ordre perturbé par ces interférences. J'évoquerai tout d'abord le jeu sur l'instabilité du temps, gage de défamiliarisation à visée divertissante, sans manifestation de nostalgie apparente dans la série Thursday Next. Les personnages des mondes fordiens sont pourtant travaillés par un passé altéré. Le deuxième mouvement étudiera ce chronoclasme psychologique qui déstabilise la temporalité vécue et les relations affectives des personnages fordiens. Nextiens. Le dernier acte s'intéressera au chronoclasme politique qui régit le monde futuriste de Shades of Grey, afin d'évaluer la portée idéologique de la nostalgie fordienne en tant que désir vague, éminemment conservateur et potentiellement réactionnaire, mais paradoxalement tourné vers l'avenir et susceptible, à défaut de réparer le présent, de le reparer des couleurs du passé. Les aventures sérielles de Thursday Next témoignent d'un usage décomplexé de l'histoire contrefactuelle. Cette temporalité instable, à visée avant tout ludique, relève du chronoclasme le plus classique en littérature non mimétique. La narration repose sur des interférences, au sens littéral, entre passé, présent et futur. Mais les péripéties échevelées s'accompagnent d'une dimension normative. Malgré ces chevauchements, on constate un mouvement systématique vers le rétablissement d'une histoire à sens unique. Chez Ford, le cadre socio-historique constitue avant tout une toile de fond exotique, propice à la défamiliarisation entre réécriture assumée et fluctuations vite résolues. Dans ces romans situés sur une autre ligne temporelle, différente de celle que l'histoire a suivie, pour reprendre les travaux de Richard Singelet ici présent, bon nombre de mécanismes narratifs, que ce soit essentiels à l'intrigue ou périphériques, reposent sur un passé réinventé. Le lecteur se voit d'emblée confronté à bon nombre d'incongruités entre anachronisme et parachronisme. Par exemple, la narratrice de The Air Affair, dont la diégèse est située en 1985, est vétéran de la guerre de Crimée. Dans ce Royaume-Uni, le conflit dure depuis 130 ans et ses implications politiques imprègnent le quotidien des personnages. Le lecteur doit également se représenter un monde pourvu d'une république galloise socialiste, indépendante du Royaume-Uni depuis 1852, et peuplé de dodos domestiques et de mammouths susceptibles d'envahir les jardins. À l'exception du pays de Galles, le territoire britannique est gouverné par l'artiste du musical Lord Formby,
devenu président honoraire à vie dans l'Angleterre républicaine de l'après-guerre. Toutefois, le transport aérien n'a jamais été inventé. C'est une navette souterraine nommée Gravitube qui remplace l'avion. Le lecteur ainsi défamiliarisé, unhomed, doit intégrer ces anomalies flagrantes et accommoder sa perception du monde diégétique en évaluant l'écart entre ce monde de référence et le chronotope où réside Thursday Next. Cette réécriture débridée de l'histoire n'est pas définitive. À ces choix octoriaux s'ajoute l'extrême malléabilité du passé qu'autorise le voyage dans le temps. Un personnage de savant fou travaillant sur l'élasticité des corps émet le postulat suivant. Almost everything one can think of can be bent and stretched. Include, of course, space, time, distance, and reality. Une telle affirmation laisse libre cours à toutes sortes d'itinéraires extravagants, du présent vers le passé comme du réel diégétique vers la fiction, et inversement. L'histoire n'est alors plus une suite d'événements immuables. Dans la série Next, le destin alternatif de figures héroïques britanniques est avant tout propice à divertir, sans conséquences notables sur l'intrigue. La présence-absence de Churchill dans le roman national fordien fait l'objet d'une plaisanterie récurrente. Ce dernier aurait été effacé de la chronologie officielle bien avant la Seconde Guerre mondiale, suite à une mort accidentelle, victime d'une chute dans son adolescence, ou renversé par un taxi en 1932, selon les fluctuations du passé. Le personnage historique que l'on connaît est, au mieux, réduit à une note de bas de page de l'histoire, no one of any consequence. Le rapport à la culture, légitime ou populaire, est également déstabilisé. Le canon shakespearien aurait été rétrospectivement inventé, puis transmis clé en main, avec un rétroplanning de publication, à son auteur présumé, par le colonel Next, voyageant en 1592. De même, la date de séparation des Beatles varie du jour au lendemain. Didn't they split up in 70? Not always. Ces traits d'esprit métatextuels, empreints d'un certain relativisme postmoderne, déjouent plaisamment les attentes du lecteur en malmenant le bagage culturel qu'il croit maîtriser et désacralisent certains piliers du patrimoine britannique, sans pour autant interroger le sous-texte idéologique de l'histoire officielle. L'humour fordien constitue ponctuellement un outil satirique, mais l'auteur privilégie la légèreté au potentiel critique de l'histoire contrefactuelle. La série déstabilise les méta-récits nationaux sans pour autant les déconstruire. Ford s'éloignerait alors du postmodernisme nostalgique, dans la mesure où ces spéculations s'inscrivent davantage dans une démarche de régression, au sens d'humour régressif, que dans une optique de révision. Il semble que la distanciation prédomine, car ni idéalisé, ni relu à l'aune d'enjeux contemporains, le passé serait simplement égratigné par une ironie à visée plus comique que critique. Mais l'élasticité de l'histoire n'a qu'un temps. Il est possible, mais pas souhaitable, de jouer avec le passé. L'objectif principal de la chronoguard reste la stabilité chronologique. Cette épigraphe révèle la fonction coercitive, avec le champ sémantique de l'ordre ici souligné, entre régulation et répression. L'autorité de la chronogarde est légitimée par ce discours normatif. Il incombe à ses agents de surveiller le cours du temps et de préserver le cours standard de l'histoire de toute intervention jugée intempestive. The rapacious plundering of the temporally mischievous. Et bien évidemment de sanctionner les coupables de timefoolery ou fiscal corruption, néologisme typiquement fordien. Éradiqués de leur époque, ou confinés ad vitam aeternam dans une boucle temporelle de quelques minutes, ces fauteurs de troubles se voient spoliés du droit d'habiter leur présent diégétique. L'histoire telle qu'elle est, telle qu'elle doit être, c'est-à-dire telle que le lecteur la connaît et la pratique, donc raison du passé tel qu'il n'a pas été, tel qu'il aurait pu être, propre à l'Uchronie depuis Renouvier. Détournant Hamlet, le colonel Next va jusqu'à s'ériger en redresseur de tort, chargé de remettre en ordre ce temps désarticulé, voire, je cite, sacrément détraqué. Time is out of joint, big time. I was born to set it right. Ce clin d'œil intertextuel et parodique illustre la veine la plus conservatrice de l'Uchronie fordienne. Le paradoxe temporel constitue donc moins un prérequis sur lequel se fonde la mécanique narrative relativement déterministe de l'auteur qu'une simple étape. Il doit être résolu pour garantir l'harmonie du monde nextien. Grâce à cette réversibilité des événements, même la possibilité de voyager dans le temps peut être abolie rétrospectivement. À partir du 5e tome, Ford modifie les règles de sa série et, non sans ironie, recourt au paradoxe temporel pour faire disparaître ce même procédé narratif. Afin d'empêcher une catastrophe planétaire, le fils de la protagoniste effectue une dernière excursion dans le temps pour détruire la formule permettant de tels voyages, astuce chronoclaste s'il en est. Cette éventualité n'ayant en fait jamais existé, les personnages, à présent incapables de naviguer dans le time stream, se voient contraints d'accepter le cours de l'histoire tel qu'on le connaît et considèrent le voyage dans le temps comme une invraisemblance, un fantasme typique de la science-fiction. Logically and theoretically impossible. On constate par ailleurs que ce retournement narratif semble exclure définitivement, à ce jour, la possibilité du voyage dans le temps dans l'œuvre fordienne depuis 2007. En s'interdisant d'exploiter plus avant ce type de chronoclasme, l'auteur s'ouvre à d'autres possibilités fictionnelles et invite à rechercher, dans ses premiers romans, d'autres formes de temporalités alternatives susceptibles de donner plus de chair à des personnages que le passé tourmente. Au-delà de ces infractions à la chronologie, d'autres formes d'outrage au temps se manifestent dans les Thursday Next.
Le temps subjectif, ici indissociable du temps de la relation, est aussi sujet à des distorsions. La mémoire individuelle, propriété privée par excellence, n'est pas une forteresse imprenable. Cet espace précieux mais précaire est représenté comme tout aussi labile, peu fiable et donc vulnérable à la réécriture que la chronologie historique. J'aborderai ici le chronoclasme en tant que synonyme de trouble psychologique, qualifiant un état mental temporairement altéré, à travers deux exemples d'aliénation occasionnant des dysfonctionnements sur le plan affectif, l'éradication et le mindworm. Dans Lost in a Good Book, le souvenir d'un proche réduit à l'état de non-existence résiste, malgré la réécriture du passé et les soubresauts du récit. En guise de représailles contre l'héroïne, la multinationale Goliath, l'antagoniste principal de la série, procède à l'éradication de Landon Park Lane, le mari de Thursday Next. Rétrospectivement éliminé de la diégèse, ce dernier serait, en réalité, mort noyé à l'âge de 2 ans. Toute trace du personnage adulte disparaît de la chronologie officielle et de la mémoire de ses proches, dont ses parents. They plucked him out and left everything else exactly as it was. Si le personnage du père réfugié dans le time stream, c'est-à-dire partout et nulle part en même temps, peut encore visiter le présent par intermittence, mais sans toutefois pouvoir y résider ni vieillir avec ses proches, Landon, lui, n'existe plus que dans les rêves et réminiscences de l'épouse, condamnée à faire l'expérience d'un manque affectif impossible à partager. Cette existence flottante, étirée sur 3 tomes, est propice à des scènes comiques au cours desquelles le mari partiellement restauré réapparaît sans crier gare avant de disparaître à nouveau. Mais l'éradication suscite surtout chez la narratrice un malaise ontologique traité de manière moins légère et des questionnements similaires chez le lecteur, contraint d'accepter les paradoxes temporels d'un auteur faisant fi de la logique. Donc, pour schématiser, l'héroïne existe malgré la non-existence de son père, de même que son fils malgré la mort prématurée du futur géniteur. Donc, chacune des expressions suivantes pose cette habitation impossible du présent pour le proche disparu ou sans chronotope fixe qui navigue entre l'être et le néant. Je ne les lirai pas ici, mais la métaphore spatialisante, la modalité ambiguë et l'humour intertextuel se répondent pour poser cette question de l'existence à deux. À la fin de Lost in a Good Book, l'héroïne, enceinte, est menacée de toutes parts, comme l'illustre l'euphémisme « The here now is not exactly the best place to be ». Elle se voit contrainte de fuir son monde pour un lieu plus propice au repos, où son fils pourrait voir le jour en toute sécurité. Thursday est alors confrontée à un dilemme. Il lui serait possible de retrouver son mari dans une réalité alternative, a world where Landon doesn't drown, age 2, en se pliant à certaines contraintes. Après un premier mouvement où le dialogue confronte plaisamment 2 avatars du Royaume-Uni, l'énumération factuelle se mue en uchronie de l'intime. Et si mon mari n'avait pas désexisté, et s'il réexistait à nouveau, ailleurs et autrement? Dans ce nouveau monde, Thursday porterait encore l'enfant de Landon, mais n'aurait aucun souvenir de l'être aimé, et inversement. You could not have any recollection of him, though he of you. Le personnage refuse catégoriquement cette offre d'un autre domicile spatio-temporel, a new past and a new present, car les conditions posées ne justifieraient pas cette entreprise. Thanks, but no thanks. À ce déménagement peu commode, le personnage fordien préfère tenter un autre pas de côté. I just lose myself in a good book. Par la mise en application littérale de cette expression idiomatique, et partant de la notion de métalepse, c'est dans la fiction que le personnage trouve refuge. Elle terminera sa grossesse dans les pages d'un obscur roman policier, home plus attrayant, où, à défaut d'une présence plus tangible, subsiste la trace mémorielle de Landon. Ce choix chargé d'ambiguïté suggère une certaine complaisance dans le nostosalgos en tant que fascination du révolu et désir malatif d'y revenir. Mieux vaudrait exister à deux dans la mémoire de celui ou celle qui reste qu'exister seul dans un monde où, malgré la présence physique de l'être aimé, ces 2 personnes resteraient étrangères l'une à l'autre. Néanmoins, c'est bien l'entretien du souvenir, démarche illustrée par l'adage « No one is truly dead until they are forgotten » qui mènera la narratrice vers la réactualisation de son partenaire. Mais la fidélité de la mémoire n'est pas absolue. Fort d'empreintes aux littératures de l'imaginaire, un autre chronoclasme rebattu. Il existe des mnémomorphes capables d'injecter des faux souvenirs pour envahir le dernier bastion de l'intime. Le mindworm, autre type de violence psychologique, détériore les relations familiales, la santé mentale et la stabilité affective de la narratrice. Dans First Among Sequels, l'antagoniste Eornis Hades s'attaque à Thursday en le faisant croire, durant des années, en l'existence d'un enfant imaginaire nommé Janny. La mère sous influence, persuadée que Janny est aussi réelle que ses 2 autres et vrais enfants, croit se souvenir de l'avoir vu naître et grandir. Afin de limiter les conséquences de ce virus mental, les proches de Thursday ont appris à contourner le problème. Il s'agit, dans des scènes à la tonalité tragicomique, de jouer le jeu pour maintenir Thursday dans l'illusion, en prétendant sans cesse que Jenny est ailleurs, dans une autre pièce ou à l'école, et en parsemant leur maison d'affaires censée lui appartenir pour escamoter l'évidence. There is no Jenny. Malgré ces pieux mensonges, son entourage doit parfois se résoudre à provoquer des moments de lucidité douloureux, lorsque la crédulité laisse place au soupçon et à des crises de missing daughter panic, il s'efforce de résoudre en changeant de sujet pour minimiser le sentiment de perte.
On note ici une analogie évidente avec la maladie d'Alzheimer. Avant que le parasite Némoclaste n'envahisse à nouveau la narratrice quelques minutes plus tard. Le personnage finira pourtant par s'armer contre les assauts du Mindworm en trouvant un pis-aller rassurant par sa matérialité. Elle se fait graver un tatouage au dos de la main afin que la non-existence de Jenny se rappelle constamment à son souvenir. I needed tattoo to remind me she was somewhat less than I imagined, or indeed every bit as I imagined. Donc on note ici une approche quantitative assez intrigante de l'existence. Pour revenir à la notion de chez-soi, l'effet miroir entre d'une part la résistance du souvenir face au palimpseste du réel, et dans le deuxième exemple, la reconstruction des faits malgré cette effraction de l'espace mental, suggère un invariant dans la fiction fordienne. C'est dans la relation que le personnage parvient à se redomicilier dans un chronotope plus supportable, malgré l'impossible coïncidence à soi-même qu'occasionnent ces fêlures ontologiques. En d'autres termes, le personnage n'existe dans le temps que par et pour l'autre, qui le relie au monde et constitue son point d'ancrage privilégié. Ce postulat invite à relire la première phrase du premier roman de Ford. « My father had a face that could stop a clock. » Le personnage en question n'est pas d'une laideur sans nom, il peut vraiment arrêter le temps. L'application littérale de cette expression idiomatique atteste d'un lien étroit entre l'humour fordien et la notion de temporalité alternative. Mais, outre la présence du ludique et du surnaturel dès l'incipit de The Air Affair, il est permis d'y déceler un propos métaphorique sur la relation. C'est bien a face, figure de l'altérité, qui cristallise ce désir d'une victoire du temps subjectif sur le temps de l'horloge. On peut se demander si cette question de la disparition et de l'absence n'est pas paradoxalement l'élément le plus incarné chez Ford. Qu'il s'agisse de restaurer un passé effectif ou d'invalider un passé fantasmé, cette inadéquation entre le temps psychologique et l'expérience collective du réel conduit le personnage fordien à entamer une démarche herméneutique fondée sur l'exhumation, le déchiffrement et la transcription de ces traces, trois opérations que recouvre le terme anglais « recollection ». Reste à déterminer l'emplacement de ce home, de cet horizon d'attente sur la ligne du temps et la position octoriale qui prédomine dans ce corpus. Donc on se demandera si la clé pour déverrouiller un avenir considéré comme souhaitable réside ou non dans le passé. Dans Shades of Grey, il n'est plus question d'uchronie, de voyage dans le temps, ni de manipulation mentale d'ordre surnaturel. Cette dystopie chromatique à combustion lente, située dans un futur très lointain, au moins 600 ans après notre ère, propose un traitement moins fantaisiste de la temporalité. Pourtant, le monde représenté exsude les traces d'un chronoclasme institutionnel, c'est-à-dire d'une tentative oppressive, de la part d'une figure d'autorité, d'altérer la perception du temps chez l'ensemble d'une communauté. The Cancelled History. Après une brève contextualisation des spécificités de ce roman au world building très compliqué, j'évoquerai le surgissement matériel ou immatériel des traces du passé pour interroger la portée heuristique et les potentialités réparatrices de la nostalgie en tant que regard en avant. Le lecteur accède à ce monde à travers les yeux d'un narrateur nommé Eddie Russett, rouge, dans une société non seulement chronoclaste, mais aussi chromoclaste. La plupart des personnages ne perçoivent qu'une seule couleur naturelle, leur rang social dépend de la couleur perçue et de ce degré de perception. Ainsi, d'après ce système nommé Proletocracy, les violets constituent la classe dominante et les gris, une classe ouvrière aux droits quasi inexistants. Je ne m'appesantirai pas ici sur la place de la couleur, essentielle au roman, traduit en français sous le titre La tyrannie de l'arc-en-ciel, mais peu pertinente ici, si ce n'est pour préciser que cette vision parcellaire du monde va de pair avec l'ignorance du passé. Il y a une claire analogie entre la couleur, la perte de la couleur et la perte du sens. Dans ce monde décoloré, la polychromie relève du mythe, de même que l'histoire qui les précède. Les personnages sont dépourvus de repères chronologiques et culturels depuis le truc qui s'est passé, The Something That Happened, suivi de près par l'épiphanie, de mystérieux événements ayant bouleversé le devenir de l'humanité. Il s'agit bien évidemment d'un MacGuffin. Peu importe les causes, cette rupture établit l'écart entre les personnages qui résident dans une époque étrangement datée, l'an 00496 après l'épiphanie, et les précédents, The Previous, semblables sinon identiques aux humains du monde empirique du lecteur, c'est-à-dire à nous. La foi en le progrès a cédé la place à une régression technologique institutionnalisée par une succession de bonds en arrière, ayant conduit à un fonctionnement de la société plus proche du début du XXe siècle que de nos représentations du futur. Comme attendu dans toute dystopie d'inspiration orwellienne, ces changements s'accompagnent d'un recul de la connaissance. Les livres ont disparu, il est interdit d'enseigner l'histoire, le gouvernement entretient l'ignorance et réprime la curiosité des citoyens. Ici, l'étherchronoclaste en question, c'est donc le présent diégétique, a world devoted to stasis. C'est bien sûr la curiosité envers le monde d'avant qui alimente l'intrigue. En même temps que le narrateur candide, le lecteur découvre progressivement des artefacts matériels ou discursifs qui fragilisent la légitimité de cette stase en suscitant des questionnements épistémologiques, souvent comiques, en raison du décalage évident avec notre encyclopédie. Quelques objets ont tout de même survécu à la défactualisation. Ainsi, les personnages spéculent à partir d'un plateau du jeu de société Risk, érigé en relique géochromatique, le Parker Brothers Map. Le découpage grossier de la map monde témoignerait, selon eux, de la répartition pré-épiphanique des peuples selon la couleur assignée. Donc l'Europe aurait été uniquement peuplée de bleu, l'Océanie de violet, etc.
Ailleurs, une technologie futuriste nommée Remote Viewer permet de redécouvrir une scène de séduction du premier film Indiana Jones, dont le narrateur peine à déchiffrer les enjeux. Dans l'ex-phrase suivante, l'abondance de structures hypothétiques et les réactions du personnage, confronté à un anglais archaïque et à des caractéristiques physiques éloignées des siennes, explicitent l'écart entre le monde diégétique et les codes sociaux des Previous, immortalisés par le film de Spielberg. This was understandable, that was confusing. Le narrateur est visiblement incapable de percevoir le sous-texte grivois dans une célèbre réplique citée au discours indirect d'Harrison Ford à Karen Allen. He retorted that it wasn't the years of the mileage, which I didn't quite understand. C'est donc uniquement à l'aune de leur représentation que le narrateur peut spéculer sur ses relations intimes révolues. Il ne sait que rire de ce passé devenu inhabitable. Si par ces procédés, comme l'interprètent Sandra Provini et Mélanie Bosfievet, je cite, Ford s'amuse de la part d'erreurs que nous sommes susceptibles de commettre dans notre interprétation de données archéologiques ou de textes classiques, fin de citation, on peut aussi y déceler une mise en mots du phénomène de hantise. Par son étrangereté, l'apparition de l'autre dans l'objet fait ressurgir un passé certes irrécupérable, mais toujours sensible dans ce présent, et donc pas totalement illisible. La visite d'une bibliothèque aux étagères vides, The Anne Library, met en scène un personnage de bibliothécaire désœuvré, réduit à réciter par cœur les codes barres correspondant à l'emplacement de chaque livre, mais en écorchant chaque titre. Les approximations repérables font sourire et attirent surtout l'attention sur l'absence du signifié. Par exemple, le roman de guerre satirique Catch-22 est pris à tort pour le 22e volume d'un traité sur le prix. Et ce n'est pas parce que The Pigs Leap renvoie par paronomase implicite à un roman de Chandler que l'énonciatrice sait de quoi traite le livre. Cette démarche heuristique est donc éminemment faillible, car la performativité du souvenir, foncièrement inaboutie, ne remédie en rien à l'absence physique des ouvrages. Le contenu demeure inconnu et inconnaissable. Malgré le décalage interprétatif, ces résurgences occasionnent un sentiment de nostalgie, procuration envers ce monde dont les personnages n'ont jamais fait l'expérience. Le sentiment d'une perte irrémédiable et d'un manque à combler imprègne le roman. Le narrateur compare par exemple son habitation du présent à l'arrivée dans une salle de concert une fois que l'orchestre a fini de jouer. All that was hanging in the air was the final chords, fading into nothingness. Et c'est là que la nostalgie se mue paradoxalement en horizon d'attente. Ce n'est plus à travers l'objet, qu'il soit présent ou absent, mais dans le discours que le passé est mis au jour. Le lecteur découvrira au détour d'une conversation que même les étoiles ont été rayées de la vie des citoyens. Ces derniers ne les perçoivent plus, et le mot stars lui-même est devenu obsolète. C'est l'homme apocryphe, un ancien historien socialement invisibilisé, officiellement il n'existe pas, et donc ignoré dès qu'il partage une vérité lointaine, qui leur fera redécouvrir le concept d'étoile en guidant l'interprétation des photographies du ciel nocturne. They were now just labels on lost memories, cascading down the years from resident to resident, echoes of lost knowledge. Dans ce même passage, c'est l'expérience sensorielle de la perte, an overwhelming sense of inconsolable loss, qui amène le narrateur à douter du régime post-épiphanique. Ces questionnements épistémologiques et surtout éthiques attestent d'une prise de conscience tardive de ce chronoclasme idéologique, c'est-à-dire de son ancrage dans un temps désajusté et de son habitation d'un monde ontologiquement erroné et politiquement injuste. Utterly and completely wrong. C'est donc bien la nostalgie qui provoque les actes de désobéissance puis de résistance du narrateur. Le système chromatique qui régit ses choix étant enfin vécu comme aliénant, Adi Racid projette dans le passé l'image inversée et donc positive de cette société révisionniste. On constate donc sans équivoque que dans ce monde fordien, c'était mieux avant. Cette posture apparemment conservatrice dissimule pourtant un regard prospectif fondé sur l'intuition de ce qui a été et de ce qui aurait pu être, jalon temporel utile pour envisager ce qui pourrait encore advenir. Le passage suivant donne un aperçu hyperbolique de cette idéalisation du passé en réaction à la fadeur du présent. A tantalizing glimpse of life before the defecting. A rich world, full of interest, and what's more, meaning. Ce dernier exemple relève d'une autre forme d'épiphanie, au sens d'une prise de conscience transformatrice. Sous l'emprise d'une substance nommée Gourdini Blue, qui ouvre une fenêtre sur un autre monde possible, l'exposition à la couleur agissant parfois comme une drogue, le narrateur perçoit momentanément le monde tel que nous le percevons, la plupart d'entre nous en tous les cas, dans toute son harmonie chromatique. Cette vision fugace achève de déplacer l'expérience de la nostalgie, du regret stérile vers la certitude qu'un monde plus habitable doit advenir d'une manière ou d'une autre. The world as it was meant to look. La nostalgie révèle ici son ambivalence. Pharmacone par excellence, elle peut être envisagée comme pathologie, mais constitue aussi un remède contre l'aliénation. C'est pourquoi, à la lueur des exemples précédents, je postulerais que Ford concrétise une forme de nostalgie potentiellement réparatrice, où l'acte d'anamnèse permettrait, littéralement dans le cas qui nous occupe, de recolorer le monde, de remédier à l'amnésie collective en réinjectant du sens, mais aussi de retrouver des sensations plus intenses, d'extraire dans le passé des fondations pour dépasser le sentiment de vivre après les beaux jours, réinvestir le présent malgré l'effacement progressif du futur, pour citer très rapidement Mark Fisher.
Par le biais de sa fiction, l'auteur développerait donc un remède à la liquidité du monde contemporain, pour reprendre les termes de Zygmunt Bauman, cette pathologie néolibérale qui empêcherait la projection à long terme. Les personnages principaux de Shades of Grey agissent comme des caillots louvoyants dans ce monde liquide, des éléments perturbateurs face à l'écoulement institutionnalisé du temps. En guise de réponse à ce cloisonnement expérientiel d'un présent organisé et compartimenté conformément à une certaine volonté hégémonique, le passé constitue donc un chez-soi en puissance, un temps qu'il reste possible de rapailler, si je puis me permettre. En définitive, la fiction fordienne subvertit la fixité du temps en envisageant cette notion comme un processus non linéaire et comme un espace épistémologique ambigu, foncièrement instable, altérable et caractérisé par sa plasticité. Malgré des tentatives de stabilisation des événements allant à rebours de l'Uchronie, le temps subjectif réussit in fine à échapper à tout contrôle. L'évolution de l'œuvre fordienne interroge donc la portée heuristique, c'est-à-dire créatrice, de la nostalgie, envisagée comme la recherche d'un espace-temps du lien affectif plus que social, et le chronoclasme transparaît aussi dans la persona de l'auteur, irréductible nostalgique qui revendique le droit à la régression et affirme fréquemment qu'il n'a pas changé, ou si peu, depuis ses jeunes années. Chez Jasper Fforde, la relation au passé repose sur un rapport discrètement viscéral aux décombres glorieux, à ces vestiges chéris qui métaphorisent une pluralité de fonctionnements mémoriels. Si l'on peut lire ces choix octoriaux comme un refus passéiste d'accepter un mode d'habitation nouveau du monde, on peut aussi y voir le maintien en service ou la remise en service, si ce n'est d'un certain paradigme de vie meilleure, du moins d'une part d'enfance. Merci.